Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. La médecine a longtemps cantonné les animaux dans des laboratoires. Aujourd'hui, ils peuvent aussi être des partenaires de soins. Des chiens, des lapins et même des chevaux exercent en EMS, en soins palliatifs, mais aussi dans les hôpitaux, notamment en rééducation neurologique. Regardez ce reportage de Béatrice Mort, on en parle juste après. Nichée au cœur de la glane fribourgeoise, la ferme Les Cabotins, à la Nérigue, abrite une trentaine de quatre-pattes qui participent régulièrement à des ateliers de médiation animale. Maman Fluffy, à nous. Viens voir par là. Dans ces ateliers, l'animal est mis en lien avec des personnes âgées ou des adultes ou enfants handicapés. Bénédicte Daprutzez est intervenante spécialisée et coordinatrice à l'association Athémae Cabotin. Tous les matins, elle veille à ce que sa ménagerie soit propre en ordre pour ses rencontres. On attend de nos animaux qu'ils soient calmes, ce qui n'est pas toujours possible. L'animal a son caractère, il est comme nous, il a les jours avec, il a les jours sans. Et puis, il va comme ça être mis en contact, mis en lien avec des participants pour des caresses, du nourrissage, parfois du brossage, en fonction de ce que les personnes auront envie de faire et seront en mesure de faire. Pour que les animaux soient aptes à rencontrer des personnes âgées ou handicapées, il faut aussi les habituer à toutes sortes de gestes et de bruits. Par exemple, moi je les prends régulièrement au salon le soir, à côté de la télévision. Je fais des caresses, je les papouille, etc. Je mets la télé, je peux mettre des choses un petit peu fortes au niveau du son, un petit peu violentes pour qu'ils s'habituent à des bruits particuliers, parce qu'on peut aussi avoir des participants, je pense notamment dans le domaine du handicap ou dans le domaine de la démence sénile chez les aînés, des participants qui crient, donc ils puissent aussi s'habituer à ces cris. Souvent, Bénédicte transporte ses lapins et cochons d'Inde dans des institutions ou des EMS pour animer les ateliers. Mais quand les pensionnaires sont assez mobiles, ce sont eux qui se déplacent. Voilà, mademoiselle. Bigoudi. Alors, Bigoudi, comment vas-tu? Alors, viens voir un petit peu. Et je là. vais mettre Bigoudi là chez vous. Un petit celui-là, oui. Jeanne, c'est ça? Comme t'es mignon. Jeanne, tu peux volontiers. Cet après-midi, c'est un groupe d'aînés du Home du Gibelot qui profite de la sortie. Il a bon appétit, hein? La bon appétit, oui. Oui. Il n'a plus rien. Mais si, il y a encore les fonds. Pas de gaspillage. La majorité de nos participants sont des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ou des personnes malades. Elles reçoivent des soins au quotidien. On leur dit quand est-ce qu'elles doivent se laver, comment elles doivent se laver, quand est-ce qu'elles doivent manger, etc. Et puis, on leur offre pour un temps donné la possibilité réhabiliter leur potentiel de soigneurs, de soignants, puisqu'on a tous cette compétence-là. Elles ont aussi dans leur parcours eu la possibilité de prendre soin de quelqu'un. Et on les invite en fait à soigner les animaux et à comme ça restaurer toutes ces compétences qui sont les leurs. Dans cet après-midi d'activité, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Aujourd'hui, là, Oui. d'avoir caressé le chat, Ouais. Ça vous fait quoi de caresser le chat? beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Ça nous fait beaucoup de bien, ça nous donne du courage de vivre. Du courage pour vivre. Oui, Oui, ça c'est intéressant. oui, ça, j'avais besoin. Tant que les pensionnaires sont mobiles, la visite à la ferme est une option bienvenue. Mais pour les personnes handicapées ou alitées, il existe une autre solution. Béatrice Peyraud fait partie de l'association Pattes Tendues, qui a des membres bénévoles à Genève, dans le canton de Vaud et en Valais. Hop. Très bien. Bonjour madame. Tous les 15 jours, elle rend visite à plusieurs pensionnaires de l'EMS des Lauriers à Genève avec sa chienne Naïta. Bien ça. Mais oui, on est bien. Alors, je te prendrai bien Dodo avec moi, tu sais. Oui, ah ben oui, il a compris. Elle a compris ce que vous lui dites. Tu vois, je te gratte les oreilles, là, t'es bien.
C'est bien, bravo. Très bien. Vétérinaire à Genève, Marc-Antoine Bossart fait lui-même partie de l'association Pattes Tendues. Il est aussi membre du jury qui choisit les chiens qui sont aptes à travailler en binôme avec leur maître. Il est heureux d'être avec son maître. Et puis, inévitablement, on se met en mode visite. Donc, comme vous avez dû voir, il y a un petit foulard, il y a une marque. Et le chien, il se met en mode, on va dire, travail. Et donc, vraiment, on sent que le chien, il sent qu'il a une fonction. Et je pense que, enfin, je suis sûr que le chien aime avoir un travail, une fonction, et encore plus s'il peut la partager avec son maître. Oh, elle est brave. Ouais, elle est super chou. Elle est sage. Ouais. Elle se colle contre vous, regardez-vous. L'animal fonctionne sur un mode non verbal, mais il s'imprègne des émotions, il s'imprègne de l'attitude et il s'adapte, il réagit en fonction, exactement. Je descends, voilà, doucement. Voilà, tu restes. Voilà. La relation homme-animal a une importance de plus en plus grande. Donc, je pense que dans ce monde connecté, qu'on dit connecté, finalement, on connaît peut-être pas trop le voisin du dessus ni le voisin du dessous. Eh bien, quand on met la clé dans la serrure, voilà, qui c'est qui vient accueillir, c'est le chat, c'est le chien. Et donc, c'est une joie. C'est une joie pour l'animal de retrouver son maître et puis et vice-versa. Oh, t'es brave. Tu veux que je te dise quelque chose? T'es très beau. Ouais, une merveille. Ah ben voilà, hop, c'est fini. Merci. C'est surtout la crème qui est importante. Que voilà. que voilà. Merci. Jean-Pierre Léverer n'attend pas de rentrer à la maison pour retrouver son chat abyssin. Il l'emmène partout et ne partage pas que son café avec lui. Voilà. Tous les chats, tous différents, tous avec leurs trucs et leurs machins, quand ils font un câlin, c'est juste merveilleux, quoi. Quand ma femme est décédée, j'avais un Somali, donc c'est un abyssin à poil un peu plus long. Et puis avant, il partageait à égalité son amour pour les deux. Et puis quand l'un est parti, il a tout reporté sur l'autre. Et alors, cet abyssin, il s'appelait Okosha. Il venait le matin vers 5h30, 6h, là. Je ne le considère pas comme un antidépresseur. Ça peut avoir cet effet. C'est vrai que ça console de beaucoup de choses, un chat. Hop là. Doucement, doucement. Bien. Je dirais, certains doivent se moquer de moi, mais la plupart sont émus. Parce qu'il est trop, quoi. Trop mignon, trop gentil. Un chat comme ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de le prendre dans vos bras, de le caresser, puis d'être copain avec celui qui le promène. Ah, ça fait du bien. Oh. Il veut jouer ou il attaque? Il a peur des chats? Est-ce que vous draguez avec votre chat? Non. Je me l'interdis. Pourquoi? Pour des raisons éthiques. C'est... Comment dire? C'est lui le personnage clé, c'est pas moi. D'ailleurs, vous l'entendez? Il râle, il râle. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Bonjour Didier Vernet. Bonjour.
Vous êtes neurologue, vous travaillez au CHU de Clermont-Ferrand et vous avez mis sur pied une formation en médiation animale à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand également. Alors, on l'a vu dans le reportage, hein, les animaux, manifestement, ça fait du bien, ça permet aussi de réapprendre à devenir soignants. Est-ce que eux, véritablement, soignent? Ils sont présents. Et ça, c'est précieux. Je pense que nous, notre courant, si vous voulez, il y a des histoires de courant, on ne revendique pas forcément la thérapie en premier. On revendique le fait d'être présent et ça peut avoir des effets thérapeutiques. Alors après, il y a une dimension où on va les revendiquer et les rechercher, où ils vont survenir comme ça. Mais la médiation animale, si vous voulez, ce dont on s'occupe, c'est de préméditer, d'organiser cette rencontre, essayer de la faire pour le mieux, au mieux pour tout le monde, pour l'animal, pour le bénéficiaire, pour les intervenants, pour le cadre, enfin, etc., de garder un cadre technique et éthique et faire en sorte que cette rencontre puisse se faire et qu'elle dégage des effets positifs. Mais il n'y a aucune... c'est des rencontres singulières de personnes d'être à être. Donc, ça marche souvent, mais pas tout le temps. Et des effets peuvent être très, très puissants. Et ce qui nous passionne particulièrement, nous, c'est que ça produit des effets qui ne se rencontrent pas des fois, qui ne se font pas par la rencontre d'humains entre eux. Donc, mais si vous voulez, on rejoint ce qui est notre coévolution depuis toujours, c'est-à-dire que nous, les humains, on est des espèces de surdoués de la communication et de l'organisation, donc on s'est un petit peu plus coupé de notre cohabitation animale. Mais elle est co-substantielle à notre vie et à toute notre évolution. Bon, depuis l'ère industrielle, on s'est un peu coupé de tout ça. Et pour certaines personnes, enfin on en discutera, cette rencontre est vraiment salutaire, mais vraiment salutaire. C'est l'expérience d'une rencontre aussi qui vous a amené, je crois, à découvrir finalement le pouvoir de cette médiation animale, et c'est lié à votre histoire, en 2 mots. Ben, oui, à la revivre en tout cas, puisqu'enfant j'ai baigné là-dedans. Et puis j'ai donc eu un accident de la route en 1989, et j'ai eu un chien d'assistance en 93, dont les premiers chiens remis. Et puis, j'ai déjà vu ce que ça faisait pour moi et ma famille. Un chien d'assistance qui vous aide dans votre quotidien, c'est ça? Voilà, ouais. Il est 24 heures sur 24 avec vous, et puis il aide, il peut prévenir, il peut ramasser des objets, enfin c'est très, très agréable. Et puis il y a cette relation un petit peu de proximité, d'intimité, puisqu'on vit tout le temps avec. Donc il se crée un lien que j'avais connu quand j'étais gamin, en faisant ma grand-mère, elle fonctionnait avec ses chiens, et ma grand-mère n'a jamais quitté pratiquement son lieu de vie, sa ferme, et le chien non plus, donc ils étaient ensemble, quoi. Et j'ai retrouvé cette chose-là en allant à l'hôpital avec mon chien. Au début, l'intention n'était pas de faire ça. Et puis, je me suis aperçu qu'en consultation, c'était super intéressant. Ça rendait les choses plus légères. Et puis, avec certaines personnes, ça avait un effet très positif. Donc après, petit à petit, on a essayé de formaliser un petit peu ça. J'accueille aussi Jérôme Michalon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous avez publié une thèse qui s'appelle « Penser avec les animaux », penser avec un A, sociologie du soin animalier, c'est paru aux Presses des Mines. Alors, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à se rendre compte que l'animal pouvait avoir un effet thérapeutique? Quand est-ce qu'on a commencé à le formaliser finalement dans le milieu médical? On a commencé à s'intéresser de manière un petit peu systématique et scientifique aux effets du contact avec certains animaux à partir des années 1960, 1970. Alors, quand même dans des pays particuliers, surtout en Europe de l'Ouest et dans le monde anglo-saxon. Pour quelle raison, là en particulier? Il y a une raison qui est que ce sont des pays dans lesquels la possession d'animaux de compagnie a beaucoup augmenté. Voilà. Et également pays dans lesquels le marché de l'industrie pour les animaux de compagnie a aussi pris beaucoup d'ampleur. Et c'est un facteur important de dire que les marchands de croquettes, pour aller vite, ont beaucoup soutenu en fait toutes les recherches autour de ces questions-là, de ces rapports positifs entre humains et animaux, en particulier entre humains et chiens. Oui, c'est grâce aux croquettes alors. C'est grâce aux croquettes, en partie, c'est un petit peu réducteur. Et vous parlez des chiens parce qu'effectivement, on utilise
j'ai l'impression, pas toutes les espèces dans la médiation animale. On a vu le chat, le lapin, le chien en particulier. Pourquoi le chien, Didier Vernet? Le cheval occupe une place très très Le importante. cheval aussi. Le cheval et les ânes aussi, enfin si vous voulez, il y a ces deux courants qui ont historiquement démarré à peu près en parallèle, quoi, avec des échos différents. C'est-à-dire que Jérôme a beaucoup souligné l'aspect bibliographique, mais c'est les pays aussi qui publiaient, qui étaient en recherche de reconnaissance. Donc on a cet aspect-là. On a la vision historique à travers effectivement ceux qui ont publié, se sont fait reconnaître. Il y avait des pratiques informelles dans le monde entier. La rencontre entre les hommes et les animaux, elle se fait partout, avec quand même des nuances suivant les cultures. Il y a des cultures pour lesquelles l'animal est plus maléfique et tout. Mais nous, on est dans une culture qui baigne dans l'espèce de recherche d'effets positifs. Et le chien, c'est complètement à part. C'est-à-dire que si vous voulez, le néolithique, 12-10 000 ans, on commence à domestiquer, puis ça va s'étaler sur les années, les moutons, les chèvres d'abord, après, petit à petit. Le chien, au minimum, maintenant, on en est à 35 000 ans, voire plus. Donc il y a quelque chose de complètement à part. C'est-à-dire qu'on vit avec les chiens depuis très longtemps et on a coévolué. Et aller au niveau de Sapiens, si vous voulez, notre coévolution fait que on a un de mes collègues, qui est psychiatre, et neurologue, qui est suisse, Pierre Schultz, a publié un livre qui s'appelle « Consolation par le chien » et c'est caninisation. C'est-à-dire qu'il pense qu'on sait un peu... Nous, si on a un peu donné des codes humains à nos chiens, qui peuvent nous comprendre dans tout un tas de codes gestuels très complexes que peu d'animaux ont. Et si nous, on peut les comprendre, c'est qu'ils nous ont un petit peu caninisés. On s'est influencés mutuellement. Oui, et beaucoup de gens pensent que l'homme sapiens, tel qu'il serait aujourd'hui, ne serait pas le même si on n'avait pas coévolué avec les chiens. Donc avec les chiens, on a une histoire qui est antérieure au néolithique, antérieure à toutes les autres espèces de domestication, et c'est comme s'il y avait, si vous voulez, le processus de domestication qui a été assez étudié. Il faut l'animal domestique, c'est qui tient, parce que les Chinois ou les Égyptiens ont domestiqué énormément. Mais les domestications qui tiennent, c'est que vraiment l'animal a envie. Et que vous voyez un chien, il a envie d'homme, quoi. Oui. Et voilà. Et le cheval, c'est intéressant parce que vous disiez le cheval est aussi beaucoup utilisé. On va voir quelques images qui sont assez impressionnantes d'ailleurs d'un cheval dans un hôpital. C'est aussi l'histoire de la domestication avec l'animal qui explique qu'aujourd'hui on peut utiliser le cheval en thérapie. Tout à fait, ouais. C'est deux espèces, le chien et le cheval, qui ont une histoire très longue avec les humains. Et on note en fait à l'échelle plus récente, à partir des années 1950, que ces deux espèces, finalement, qu'on utilise moins à des buts utilitaires. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on fait moins travailler les chiens, on fait moins travailler les chevaux, on les envoie plus à la guerre, alors sur des missions particulières. Voilà. Et se développe, à propos du chien et à propos du cheval, un parallélisme assez étonnant où on commence effectivement à considérer que ces relations avec ces animaux-là sont des relations de loisirs, sont des relations gratuites, sont des relations d'affection, et on commence à considérer qu'on peut finalement être avec ces animaux-là uniquement dans le soin et la considération mutuelle. Et ça, c'est nouveau, historiquement. Alors, il y a un commentaire qui est intéressant dans le petit film, c'est que le vétérinaire, à un moment, dit « l'animal aime travailler et il aime travailler avec son maître ». Et je pense que ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que je pense que, y compris des animaux impliqués dans le soin, il y a une de tes collègues, Jocelyne Porcher, qui bosse à l'INRA, qui s'intéresse beaucoup à l'animal, la fonction du travail de l'animal. Elle parle de cochons. Donc les cochons se vivent comme investis, dans les élevages à l'ancienne, dans les fermes. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le chien adore, on dit il va au travail, il vient avec nous, il adore ça, mais ce qu'il adore, c'est cette complicité. Oui. C'est cette complicité, c'est de voir que nous, on est heureux de le voir faire un truc chouette, et lui, il est heureux de notre fierté. On n'abuse pas du chien en le faisant travailler comme et je pense que les chevaux, c'est pareil. C'est-à-dire que ce plaisir de la tâche partagée est quelque chose d'important. Et si on peut réintroduire ça dans nos pratiques, ça valorise tout le monde. C'est bien. Vous le disiez en début d'émission, il y a des choses qui peuvent se passer entre animal et humain qui ne peuvent pas se passer entre humains. J'en sais rien, mais c'est ce qu'on a l'impression. Ils nous apprennent quelque chose. Est-ce que vous pouvez donner un exemple en thérapie on en a pas mal, mais les plus spectaculaires reviennent en boucle. Les médecins, si vous voulez, nous, on se raconte des histoires avec toute la
toute la chantilly qu'on va mettre dessus. Hein. C'est toujours une Allez-y. histoire saillante, ça ne veut pas dire que ça se reproduit tout le temps. Mais quand vous avez un truc qui vous a complètement marqué, ça peut changer votre itinéraire dans vos recherches, dans la façon d'observer les choses, dans la façon de penser. Alors, ce n'est pas une vision qui sera forcément acceptable par un scientifique qui va dire que ça ne va pas être très généralisable. Mais pour nous, c'est une mine d'infos pour glisser le doigt là où sur ce qu'on ne va pas faire. Juste un exemple. Alors, un exemple le plus saillant pour moi, un des plus saillants qui m'a le plus... quand j'ai été chef de service en rééducation, donc, dans mon hôpital, et on a eu une patiente qui était dans ce qu'on appelle un état post-relationnel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est aréactif complètement, qu'on peut mettre en fauteuil, mais il n'y a pas de regard, il y a des gémissements, et on ne sait pas dans quel monde elle vit. Elle était cerveau très abîmé, voilà, on ne savait pas. Et au bout de plusieurs semaines, voire mois d'évolution dans un autre établissement, on l'a pris, et nous, rien ne se passait. Rien ne se passait. Donc ces gens-là sont orientés dans des unités de personnes végétatives, si au bout d'un moment, on n'arrive pas à accrocher quelque chose. Et comme c'était ça, à l'époque, bon, j'avais plus mon chien, moi, je n'avais plus Gadget, mais je travaillais avec un collègue, psychologue, qui avait Tilou. Et j'ai dit, il faut qu'on organise, voir un petit peu avec Tilou comment ça réagit, ce serait intéressant. Et dès que la rencontre, c'est comme si on avait allumé l'interrupteur. Cette femme s'est mise à pousser des gémissements, faire des gestuels, et surtout le regard s'est allumé. Et après, on a pu bosser. On n'a pas fait tant que ça avec Tilou. On en a fait, il est venu régulièrement, mais pas tant que ça. Mais on a fait des photos de Tilou qu'on a mis dans la chambre. Le personnel, ça l'a sorti de son truc. Et donc ça, on le voit de temps en temps. Évoluer. Voilà. Alors on se dit, mais zut, elle a rencontré un paquet d'humains, si vous voyez, dans un hôpital, les aides-soignantes, les ASH, les psychologues, les orthophonistes, tous ces humains sont venus, dont certains qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de qualité de présence. Cette qualité de présence qu'a le chien, nous, on n'avait pas cette longueur d'onde-là. Oui. Alors des fois, on se dit, on la capte un peu, et hors chien, on la diffuse peut-être. Voilà. Alors on voit beaucoup de choses comme ça, mais de temps en temps, on a des trucs à ce point-là, quoi. Jérôme Michalon, est-ce que, enfin, ça semble assez miraculeux, hein, presque comme histoire, mais est-ce que ça marche avec tout le monde? Ou est-ce qu'il faut aimer les animaux, avoir un contact particulier avec eux pour que ça puisse fonctionner? C'est une donnée, en fait, qui a étonnamment été peu étudiée, effectivement. C'est beaucoup intéressé, justement, à cette question de savoir si ça marchait pour tout le monde. En faisant abstraction de l'histoire personnelle des gens vis-à-vis des animaux. Est-ce qu'ils ont eu des chiens? Est-ce qu'ils ont des chevaux? Est-ce que c'était, comme pour Didier, un élément important de l'environnement? Cette donnée-là, scientifiquement, a peu été prise en compte, finalement. Et on se rend compte, quand même un petit peu, qu'elle n'était pas anodine. Notamment, je pense à des recherches sur le lien entre possession d'animal de compagnie et santé cardiovasculaire, qui est quelque chose de scientifiquement constaté. Voilà, les gens qui sont propriétaires de chiens ont un meilleur cœur, hein, pour aller vite. Adopter un chien. Voilà. Ça a été encore prouvé il y a quelques temps par une étude suédoise. Et c'est vrai que les scientifiques mettent du temps à intégrer cette notion de peut-être que si vous avez une représentation positive de l'animal, ça va avoir un impact positif sur votre santé. Et ça, par contre, on commence un petit peu à l'entrevoir, mais c'est pas évident. Vous parlez des recherches scientifiques qui sont menées. Quelle est actuellement, la réaction du monde médical, de façon générale, en dehors des facultés où il y a des formations en médiation animale? Est-ce que le monde médical est plutôt réticent ou plutôt ouvert à ce type de pratique? Ça a changé. En France, en tout cas, j'ai l'impression que ça a évolué depuis une quinzaine d'années. C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, c'était effectivement de la méfiance, voilà, on va dire, on regardait ça d'un peu loin et parfois au mieux amusé, au pire vraiment réticent. Et là, je pense que ça a vraiment changé. Et il y a une forme d'accueil, de bienveillance vis-à-vis de ces pratiques-là, sans qu'il y ait une connaissance absolument certaine des mécanismes de fonctionnement, quoi. Vous pensez, Didier Vernet, que ça peut fonctionner, la médiation animale, avec n'importe quel type de pathologie, ou ça fonctionne particulièrement bien avec certaines maladies, certains handicaps? Alors, il y a quelques bases, mais moi je trouve que c'est plus la personne, la situation dans laquelle la personne, que le type de pathologie. Bon, il y a des trucs qu'on sait, mais à la limite, si vous voulez, comme vous avez des impacts qui peuvent être physiques, émotionnels ou cognitifs, dès que quelqu'un est en situation chronique ou de souffrance,
si c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Alors bien sûr, il y a des grands traditionnels, hein, si vous voulez, dans les EHPAD. Enfin, nous, maison de retraite, ça s'appelle EHPAD en France. Oui. Tous les ateliers avec le chien pour les déblocages linguistiques ou pour la gestuelle, l'équilibre, ça marche pas mal, quoi. Et puis Simplement caresser un animal, ça peut développer la et puis motricité. lui faire lancer des balles. Et puis surtout, vous faites un travail cognitif, vous faites nommer, vous faites rappeler le nom du chien, vous faites des petits exercices que vous vous rappelez, vous les mettez en situation, emmenez chercher. Vous voyez, vous vous servez du chien comme support, mais comme il est vivant, comme il est relativement constant, il y a un engouement pour le travail avec les autistes qui est très fort, soit le chien, soit le cheval. Il y a quelques bases, on tombe souvent sur les mêmes fondamentaux, mais il n'y a pas de... Vous savez, avant, les prisons étaient réticentes, le milieu carcéraire était réticent. Maintenant, ils se sont pris un engouement pour ça. Et donc, les situations coercitives, qu'elles soient, si vous voulez, internes, parce que les personnes ont un handicap de communication ou un handicap physique, ou les situations de coercition externe, parce qu'ils sont prisonniers ou maltraités ou SDF, vous avez un boulevard. Des situations où les gens souffrent. Et sont donc, plus le rapport à l'humain est difficile, pour une raison X, plus la potentialité avec l'animal est grande. Enfin, c'est un peu une règle bébête, mais qui vaut le coup d'être tentée. Jérôme Michalon, vous l'avez dit, finalement, l'histoire de la médiation animale, elle est liée aussi à l'évolution de notre regard sur les animaux, à leur statut. Est-ce qu'aujourd'hui, la montée du mouvement antispéciste, vegan, de libération animale, vous pensez que ça peut changer de regard aussi sur l'animal qu'on utilise pour les soins ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'antérieurement à ces mouvements-là, la médiation animale, elle a été portée par aussi des associations de protection animale qu'on dirait plutôt classiques, donc celles qui se sont développées à partir du milieu du 19e siècle, et donc, qui sauvaient les chiens avec les refuges. Donc, en France, la SPA, typiquement, et d'autres associations similaires. Donc, il y avait déjà cette volonté de montrer, finalement, qu'on pouvait avoir une relation respectueuse avec l'animal et que ce respect pouvait avoir des effets bénéfiques pour la santé, santé physique, santé psychique, etc. Donc, il y a eu vraiment un soutien de la part de ces associations dans la promotion de la médiation animale. Or, ce qui se passe depuis quelques années, avec le développement des associations plutôt antispécistes, qui ont tendance effectivement à rejeter toute forme d'utilisation de l'animal, émerge une critique vis-à-vis de la médiation animale, en disant, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre ces animaux au travail, alors d'une autre forme, est-ce qu'on n'est pas en train de les exploiter, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant, on va voir peut-être dans les années à venir quelle évolution philosophique, quelque part, notre société va prendre dans notre lien avec les animaux. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, messieurs, tous les deux, pour votre éclairage sur ce thème. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.